Bonsoir, dites-moi quelle petite culotte vous portez et je vous dirai qui vous êtes. Cela n'a rien de grivois, c'est tout simplement ce qui ressort de l'étude très intéressante que vous allez découvrir dans un instant. Même si ces dentelles font partie du plaisir des hommes, la lingerie séduit d'abord les femmes et elle ne s'en cache pas. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce petit ensemble, c'est les petits nœuds, j'aime bien, mais quand c'est pas trop, ça reste relativement discret. Là, en l'occurrence, il est assez petit. Et ce petit côté, ce petit nœud doré. Mais les femmes belges et françaises restent très sages par rapport à celles du Moyen-Orient. Là-bas, les fabricants de lingerie doivent montrer toute leur créativité, car si la mode est stricte dans la rue, en privé c'est très différent, on ose tout. Au pays des mille et une nuits, l'accessoire le plus vendu est le string ouvert, serti d'un diamant, de quoi faire briller les yeux d'Ali Baba en espérant qu'il n'en oublie pas sa célèbre phrase magique. Vous avez à peine un tiers de cette partie qui est toujours là, et ensuite vous avez une chaînette, avec donc le bijou, soit la perle, soit la tourmaline, soit le rubis, soit le diamant, qui est juste là pour... pas forcément pour faire joli. Elles sont très coquines. En Asie, par contre, les femmes jouent plus les écolières que les délurées. L'homme est attiré par la femme enfant, qui n'hésitera pas à mettre ses peluches en avant. Je trouve ça très japonais. C'est mon préféré. Les dessous de la lingerie, pour tous les goûts et dans toutes ses formes, c'est dans un instant. La lingerie féminine, c'est un business pour certains, un objet de fantasme pour d'autres. Mais les petits dessous des femmes du monde entier sont aussi un formidable révélateur de leur façon de vivre. Ils témoignent d'une époque et de la relation entre les hommes et les femmes. Les habitudes de consommation d'achat des petites culottes nous apprennent bien souvent comment la femme considère son corps et sa condition dans la société. Comme ici au Moyen-Orient, difficile d'imaginer que sous leur voile, les femmes ont un besoin exceptionnel de se lâcher et d'acheter des dessous vraiment provocants. Les femmes orientales préfèrent les beaux articles, sexy. Ça ne nous gêne pas de porter le string. La France est le pays au monde où la femme dépense le plus d'argent dans la lingerie. Ici, pas de tabou, les femmes s'assument pleinement et elles se font plaisir avant tout pour elles-mêmes. Le bas prend bien la forme des hanches, donc ça fait un petit aspect sexy, mais pas trop. Et il est un pays qui ne fait rien comme les autres, c'est le Japon. La soumission envers les hommes a orienté le marché. Le style doit se rapprocher des écolières, fantasme absolu du mâle japonais. Les trentenaires, les quadragénaires peuvent aussi porter ce genre de choses. Vous découvrirez que ce marché de la lingerie est simplement unique au monde. En Russie, la séduction pour les femmes passe obligatoirement par des dessous ultra sexy. À Moscou, il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes, alors quand elles trouvent le prince charmant, les femmes russes font tout pour le garder, quitte à porter les tenues les plus affriolantes possibles. Comment la lingerie est-il le reflet de la condition de la femme dans différentes parties du monde? Qu'est-ce qui est à la mode? Quels sont les pays les plus conservateurs et ceux qui n'ont plus de limites? Enquête et décryptage. Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ségolène a 22 ans. Elle est serveuse dans un restaurant du centre-ville. Son salaire vient à peine de tomber qu'elle s'est acheté un ensemble d'une grande marque de lingerie. Un soutien-gorge et une culotte qui représentent plus de 10% de son salaire. C'est un petit plaisir que j'aime m'offrir. C'est des petites choses comme ça dans la vie. Je m'en offre à peu près 1 voire 2 par mois. C'est comme ça que je trouve ce petit réconfort au niveau des vêtements, dans la lingerie. La femme française est la plus dépensière au monde en matière de lingerie. Mais Ségolène, avec 2 000 € de budget par an, fait partie de ces accros des sous-vêtements. C'est son 3e budget après le loyer et la nourriture. Ça, c'est un moment plaisir. Ah ouais. oui, non, j'aime beaucoup. C'est un peu comme si c'était Noël tous les jours. Mais par soi-même. C'est plutôt sympa. J'ai acheté cette perruque justement pour le quotidien en même temps parce que le petit nœud va se déclipser. Et pour les côtés un peu plus intimes, des soirées avec la personne avec qui je serai ou avec qui je suis, avec le petit nœud, on peut faire un petit jeu un peu plus, on va dire, coquin.
Je vais essayer, puis on revient voir le résultat. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce petit ensemble, c'est les petits nœuds, j'aime bien, mais quand c'est pas trop, ça reste relativement discret. Là, en l'occurrence, il est assez petit. Et ce petit côté, ce petit nœud doré. Voilà, la petite dentelle qui reste sobre, qui montre, mais pas trop. Même si pourtant, il n'y a pas justement de tout ce qui est rembourrage qui va faire que ça va cacher. Parce que là, il n'y a absolument rien. Mais ça laisse rien transparaître. Si je suis en couple avec quelqu'un depuis un petit moment et que c'est vraiment la personne avec qui je partage tous mes moments intimes, là je vais tout oser parce que je pars du principe qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'il faut pas se mentir. Donc dans tout, que ce soit sexualité, que ce soit sous-vêtements, que ce soit manière d'être de tous les jours. Mais après, si c'est une personne, je pense que c'est comme toute femme, si c'est une personne qu'on va voir une seule fois, on va pas tout dévoiler. Ça c'est pas possible parce que justement c'est soi, les sous-vêtements. Enfin pour moi c'est moi, un sous-vêtement ça va être moi et j'ai pas envie qu'une personne que je ne vais pas revoir me connaisse réellement. En France, 9 femmes sur 10 achètent de la lingerie avant tout pour elles-mêmes. Faire plaisir à son homme arrive loin derrière. Un signe qui ne trompe pas. Par exemple, le string plébiscité par les hommes a quasiment disparu de la garde-robe des Françaises. Alors que le petit bout de ficelle se vend encore parfaitement dans d'autres régions du monde. Les femmes d'ici achètent avant tout pour être bien dans leur corps. Elles ont assez d'assurance pour imposer leur lingerie à la gent masculine. Petite dentelle. Celui-ci épouse bien la forme au niveau du bas et ça enlève justement ce côté hantise des femmes, avoir ce poignet d'amour qui ressort parce qu'il ne sert pas du tout, il épouse bien justement la forme, il n'y a pas de marque, il est très joli, il est relativement mignon, c'est pas trop fin, c'est pas trop épais, c'est pas vulgaire du tout. Les habitudes de consommation d'achat des sous-vêtements à travers la planète sont très différentes. Cette femme est l'une des mieux placées pour en parler. C'est elle qui gère la plus grande manifestation des professionnels de la lingerie, le CIL. Certes, la femme française est très enclin à la séduction, comme toutes les femmes du monde, mais je pense qu'elle va surtout aussi regarder l'aspect qualitatif du produit. Elle ne va pas acheter ce qu'on appelle un soutien-gorge jetable, une lingerie qu'elle va très peu garder. Elle va investir dans sa lingerie, donc elle va avoir un pouvoir d'achat potentiellement plus élevé, mais ça va être aussi un achat dans la durée, puisqu'elle a bien conscience que ce produit-là, elle va le remettre toujours dans le même but, qui sera forcément la séduction, mais elle va capitaliser sur cet achat séduction. La France est le berceau de la corsetterie. Le soutien-gorge qui va maintenir, galber et faire une jolie poitrine. La lingerie dans ce pays est donc culturelle. Elle vient d'un savoir-faire. Les femmes n'ont aucun tabou à parler de sous-vêtements. On fait du shopping ensemble, filles et garçons mélangés, et on n'hésite pas à se raconter de petites anecdotes sur le sujet. À certains moments, ça m'est arrivé d'aller chercher la personne avec qui je suis, juste avec un ensemble, un petit bustier par jartel, des talons, un manteau, et aller le chercher au travail. C'est plus ce petit côté-là que je vais apprécier. Ou s'il part en voyage, m'acheter une petite tenue d'hôtesse de l'air et lui dire bon voyage, au lieu de fantasmer sur les hôtesses, fantasme sur moi avant de partir. L'arme fatale, elle dure pas longtemps parce que quand on enlève la lingerie, soit ça tombe, soit il n'y a plus rien. Donc ça permet de prendre l'assurance, mais c'est pas une arme fatale. On ne peut pas se cacher qu'au moment où on les achète, on pense, allez, peut-être 50% quand même à eux. Donc on ne peut pas se voiler la face que si on porte des jolis sous-vêtements, c'est avant tout pour leur plaire aussi, à nous, mais surtout à eux. Les femmes d'ici aiment leur lingerie et surtout les marques françaises qui sont les plus réputées au monde pour leur qualité. Mais il existe aussi une autre région qui ne jure que par la French Touch. Une contrée où l'on achète de la lingerie bien différemment. C'est le Moyen-Orient. Ici, c'est l'Eldorado des grandes marques de sous-vêtements. Les clientes ont des budgets parfois illimités. Mais le chemin pour les vendeurs n'est pas facile. Dans les Émirats, la religion complique les choses quand il est question de féminité. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Dubaï, en plein dans le désert. Dans ce lotissement de plusieurs hectares se trouve Marie, une Française qui a tout quitté pour vendre de la lingerie aux femmes voilées. Et dans quelques minutes, de nouvelles clientes vont lui rendre visite. J'ai une relation extrêmement privilégiée avec mes clientes parce que je leur apporte un conseil, je leur apporte
un vrai moment privé d'intimité. J'entre tout de suite dans une sphère extrêmement privée avec mes clientes. Elles n'ont aucun souci de se déshabiller devant moi. Donc moi, j'essaye toujours de ne pas être là quand elles enlèvent leurs sous-vêtements. Je ne touche jamais mes clientes. Mais non, c'est facile, c'est gai, c'est ludique, c'est féminin, quoi, tout simplement. Marie a installé un showroom dans sa maison. Une pièce où elle peut montrer l'ensemble des marques qu'elle représente. Elle n'a pas le droit de faire de vente à domicile, c'est interdit à Dubaï. Mais ses clientes peuvent essayer chez elle sans aucune gêne. Le fait de ne pas croiser le regard des hommes ici est un atout essentiel par rapport aux grandes surfaces. Un autre facteur important aussi, les femmes du Moyen-Orient ont la phobie des caméras de surveillance derrière lesquelles sont aussi postés des hommes. Chez Marie, rien de tout cela. Je pense que ça va être un système de vente qui va se développer aux Émirats parce qu'on est vraiment dans une sphère extrêmement privée. Moi, généralement, je suis seule avec mes clientes. Elles essayent ici, elles prennent et ensuite elles vont à la boutique pour le règlement donc, de leurs achats. Les sous-vêtements proposés sont dans tous les styles. Tout est permis au Moyen-Orient. Du plus traditionnel, des couleurs passe-partout, jusqu'au plus coquin avec une touche de bling-bling. D'ailleurs, certains, comme les strings ouverts avec leurs petits diamants, sont en rupture de stock. En fait, le but de la manœuvre avec le string ouvert, donc vous avez à peine un tiers de cette partie qui est toujours là, et ensuite vous avez une chaînette avec donc le bijou, soit la perle, soit la tourmaline, soit le rubis, soit le diamant, qui est juste là pour pas forcément pour faire joli. Elles sont très coquines. Je pense que très clairement, elles ont pas mal de frustration, on va dire, peut-être simplement que vestimentairement. Mais oui, je pense que sexuellement, elles se lâchent. Clairement, elles aiment jouer. Au Moyen-Orient, il y a quand même une culture qui est très différente de la nôtre. En Europe, déjà, la polygamie est autorisée et elle est même encouragée. Ça veut dire qu'une femme, si elle souhaite garder son mari, elle doit le satisfaire. Et elle ne peut le satisfaire que lorsqu'elle est chez elle, dans un milieu intime. Donc la femme va développer énormément de fantaisie pour toujours séduire son mari, le garder en haleine et être quelque part toujours sa favorite. What do you like models, like brand? What do you wear in the lingerie? The kind of brand? Yeah. Like this one you have, isn't it? Ce matin, Marie reçoit 3 jeunes femmes qui viennent d'Abu Dhabi, à 2 heures de route de Dubaï. Même si elles portent des abayas, le costume traditionnel dans les Émirats, elles ne sont pas originaires de la région. Les vraies locales sont, elles, inaccessibles. Ni pour Marie et encore moins pour des caméras de télévision. Les locales ne communiquent qu'avec très peu de personnes, hormis leurs époux. Et si ces 3 femmes acceptent d'être filmées, leur anonymat est essentiel. Aux Émirats, pour parler ouvertement de lingerie, elles risquent des représailles avec la police religieuse. I have to see because I'm more used to American British brand. Okay, 75B. Okay. Is your size? And what do you prefer for the bottom, string or shorty? Show me what kind of, you have this one or the shorty, like this. I prefer this one. Yes. Okay. Is it possible for you to have your collection to present in the hut? Because my sister, she cannot go out. Yes, I go out. So yes, yes, no problem. You call me, I come with my collection, no problem. We can see there and try there, maybe. No problem. I go to your home with my collection and lingerie and swimwear, no problem. That's very interesting. Yes. Can you tell me how much you buy in France for lingerie? Lot? It depends. It depends the collection. Sometimes we like, sometimes we don't. Okay, imagine. But we have open budget. Okay. We don't have limit budget. If we like, we buy. That's okay. It. No problem for the money. Sauce? Je ne vends jamais la lingerie sans prendre des mesures. Donc c'est pas un problème du tout pour elle de se déshabiller et de se montrer. Du coup c'est assez facile. Finalement il y a un paradoxe entre ce qu'elles montrent avec leur abaya et ce qu'elles sont quand elles enlèvent leur abaya. يعني هذا هو اللي قالت لنا ممكن تأوردر بالريل ستونز. هذا بالدايموندز هذا.
Pour nous, ce n'est pas confortable. C'est très compliqué de se changer, d'essayer dans les grands magasins. Alors c'est vraiment mieux de pouvoir regarder et essayer les collections chez nous. Pour beaucoup de femmes comme moi, c'est une chance de pouvoir faire les essayages chez soi. Parfois, je ne peux pas enlever mon abaya et essayer des ensembles dans un magasin. C'est difficile avec les enfants, la famille. À la maison, chez des amis, chez ma cousine ou chez ma sœur, c'est plus pratique. À Dubaï, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à des heures très tardives. Et quand il fait 50 degrés à l'extérieur, les centres commerciaux, les malls comme on les appelle, font souvent le plein. Et ici, impossible de faire 10 mètres sans tomber sur un magasin de lingerie. Paradoxe étonnant, la religion impose une discrétion absolue pour les femmes en matière de petites culottes, et pourtant les vitrines sont omniprésentes. Il y a encore 10 ans, les magasins se cachaient. Aujourd'hui, ils s'affichent. Elles ont deux solutions. Soit elles achètent le produit et elles vont dans les toilettes des malls qui sont réservées aux femmes et elles vont essayer le produit si ça ne va pas le ramener tout de suite. Soit elles achètent, elles vont devoir le ramener chez elles, l'essayer, etc. etc. N'oublions pas qu'elles ne peuvent pas conduire, donc elles sont dépendantes du chauffeur qui doit devoir les ramener vers les malls pour qu'elles changent le produit. Donc c'est vrai que dans cette zone du monde, le commerce, le e-commerce, donc le commerce sur le web se développe énormément. Les locales ne pouvant pas conduire, c'est Internet qui vient à leur secours. Les statistiques de vente de lingerie sont parmi les plus importantes du monde dans cette région. Les femmes du Moyen-Orient s'y lâchent, les parures les plus sexy, les plus coquines, elles n'ont plus de limites. Une autre alternative existe pour celles qui veulent s'acheter des dessous. Ce sont les boutiques de prêt-à-porter réservées aux femmes. Interdiction totale pour les hommes d'y pénétrer. À l'intérieur, des vêtements originaires de la région et traditionnellement portés par les femmes du Golfe. Une femme journaliste et une autre derrière la caméra pourront donc entrer. On trouve de temps en temps de petits corners de lingerie en toute discrétion dans une arrière-salle. Même si le choix est restreint dans cette boutique, cette Libanaise y trouve de nombreux avantages. On peut regarder, demander l'avis de nos amis, en sachant qu'il n'y a aucun risque qu'un homme passe. C'est une tradition dans certains pays. Plutôt que d'offrir des objets ou quelque chose pour la maison, les proches comme la tante, la sœur ou la mère offrent des sous-vêtements aux femmes. Ça devient même une vraie compétition à qui offrira le modèle le plus sexy. Et la mariée choisit celui qu'elle mettra pour sa nuit de noces. Depuis quelques années, le marché de la lingerie vit dans cette région une mutation inattendue. Les marques doivent s'adapter à de nouvelles mensurations. Des tailles triple XL qui sont le fruit d'un mode de vie nouveau. Les femmes du Golfe n'ont pas un grand choix d'activités. Soit elles restent dans leur maison toute la journée, soit elles passent leur temps dans les centres commerciaux à consommer dans les fast-foods. Et même celles qui sortent mangent beaucoup. En fait, elles n'ont pas forcément d'horaire fixe pour manger comme nous. Voilà, on va dans un mall, on mange. On mange des glaces, on mange des hamburgers, on mange des gâteaux, on boit des coca toute la journée. C'est une zone du monde qui a quand même connu un électrochoc depuis 50 ans, qui s'est pris vraiment de plein fouet, j'ai envie de dire, la civilisation telle que nous la connaissons. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, ils étaient encore, c'était des nomades. Donc voilà, ils ont dû s'adapter très vite à un nouveau mode aussi d'alimentation. Et c'est vrai qu'elles ont tendance, les femmes là-bas, à grossir plus vite que nous dans les pays occidentaux. Donc forcément, c'est vrai que les marques de lingerie développent des bonnets qui sont de plus en plus élevés, dans des matières qui sont de plus en plus shapewear. Donc le shapewear, c'est tout ce qui est qui maintient et qui a tendance à réduire d'une taille. Donc voilà, donc c'est vrai que les femmes sur cette partie du monde ont des demandes qui sont très spécifiques en termes de maintien et de corsetterie.
Le marché de la lingerie repose sur une poudrière dans le monde arabe, en particulier sur le territoire saoudien. Une toute nouvelle loi vient de voir le jour. Elle donne l'autorisation aux femmes de tenir des magasins de lingerie. Mais du côté des instances religieuses, la décision est très mal prise. Que des femmes puissent vendre et compter de l'argent est inacceptable. À plus de 3500 km de là, en revanche, la question de la lingerie est bien loin de la religion. Nous sommes à Moscou, en Russie. Le problème des femmes n'est pas de trouver de la lingerie, mais de rencontrer des hommes. Le fléau de l'alcoolisme dans le pays réduit considérablement la proportion d'hommes ayant une vie compatible avec une famille. Selon l'OMS, une personne sur 5 meurt de l'alcool en Russie. C'est le pays au monde où l'on boit le plus. L'espérance de vie des hommes est ainsi de 58 ans quand les Suédois ou les Japonais atteignent 80 ans. Alors pour trouver un homme bien et le garder, les femmes russes sont prêtes à tout, comme venir ici et se procurer de petits ensembles ultra sexy. Anastasia est vendeuse dans un magasin de lingerie. Il est situé dans un quartier chic de Moscou. Et l'article le mieux vendu ici, c'est le plus difficile à porter. Je voulais vous montrer la nouvelle collection. C'est très sexy et ça se vend bien. Ça plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et on n'en a même plus dans le stock. Le best-seller est donc clairement orienté sur une pratique sexuelle à venir plutôt que vers un objectif de maintien. Dans ce magasin, on trouve essentiellement des couleurs chaudes. Le violet, le rouge et le noir, le grand classique. Mais les femmes russes plébiscitent aussi les hauts transparents et les culottes avec de larges ouvertures. Le plaisir est à l'honneur. On encourage les jeux coquins. Ces articles deviennent finalement des grands classiques. Je pense que cette culotte peut être portée sous des vêtements habituels. Je pense pas que ça soit finalement si provocateur. C'est pas provoquant, c'est juste très beau. C'est toujours une bonne question à se poser. Je pense que tous ces dessous, c'est pour les deux, hommes et femmes. Une femme doit se plaire et plaire aux autres aussi. Mais moi, personnellement, j'ai plus envie de me plaire à moi-même. Il y a beaucoup de femmes russes qui aiment aussi cette lingerie quand elles sont seules. Les femmes cherchent un homme qui travaille, si possible qui ne soit pas forcément violent ou rustre avec elles et qui ne soit pas alcoolique. Donc lorsqu'elles ont trouvé l'homme, elles vont effectivement passer un temps considérable à satisfaire ses besoins. Et donc pour ces femmes-là aussi, les marques de lingerie développent des lignes spécifiques pour qu'elles puissent être toujours aussi séductrices. Le marché de la lingerie érotique tient une place importante en Russie, à tel point que l'on en trouve un peu partout. Les dessous sexy ont envahi la rue à Moscou. Dans l'une des plus grandes artères de la ville, on ne compte plus le nombre de dépliants et de petits catalogues distribués. Des tenues toutes plus affriolantes les unes que les autres. Mais attention, pas de culotte toute simple ou de soutien-gorge sans fioriture. Pour se démarquer, la Russe doit porter les guêpières, porte-jartelles et espérer que cela convienne à monsieur. Et si vous ne vous êtes pas laissé tenter dans la rue, il reste encore le métro pour acheter toutes sortes de soutiens-gorge et petites culottes. À Moscou, on achète de la lingerie partout. Et là aussi, on ose tout. Tenue d'infirmière, léopard, étudiante, dominatrice, tous les fantasmes sont réalisables et à portée de toutes les bourses. Plus de femmes, moins d'hommes, la concurrence est rude pour séduire le mâle et surtout s'il a de l'argent, mieux vaut avoir des atouts dans sa manche. D'ailleurs, certaines d'entre elles n'hésitent pas à franchir une autre étape et à jouer de leur dessous. Anna est danseuse et le soir de temps en temps, stripteaseuse pour son homme. Nous retrouvons Anna danseuse d'un soir et même stripteaseuse. Ici, en Russie, les femmes ne ménagent pas leurs efforts pour trouver un chéri et surtout le garder.
Les filles russes sont très difficiles en ce qui concerne les choix de leur lingerie. C'est parce que nos hommes sont très capricieux. Il y a beaucoup de jolies filles ici et la lingerie, c'est la première arme de la séduction. Les filles russes sont prêtes à porter toutes sortes de dessous, même ceux qui ne sont pas pratiques. Moi, en tous les cas, j'aime ça. C'est vrai que l'on a entre femmes une concurrence très rude. Il y a peu d'hommes bien, on essaye de les attirer. C'est aussi la raison pour laquelle on achète de la lingerie et qu'on y fait très attention. On réduit ainsi la concurrence. Il y a peu de gentlemen, ceux qui savent aimer et respecter la femme. Et en plus, il y en a peu qui comprennent pourquoi une femme a envie de plaire. En Russie, la lingerie est devenue quelque chose de banal, entre guillemets. En tout cas, la lingerie sexy est devenue quelque chose de banal. C'est devenu un outil de séduction à part entière. Il n'y a pas forcément de tabou autour de ça. C'est quelque chose qui est complètement assumé par la femme russe. Oui, elle se sert de sa lingerie pour se mettre en valeur, pour séduire encore plus. Et elle l'assume complètement. Si la lingerie sexy s'est banalisée, toutes les moscovites ne sont pas forcément des femmes fatales. Certaines se sont résignées à ne jamais trouver la perle rare et ont abandonné le secteur érotisant. D'autres, en revanche, prennent des risques en ne dégainant pas systématiquement des panoplies excentriques pour garder leur homme. Il existe en fait une petite minorité qui ne jure que par une seule tenue, la nuisette. Tatiana est créatrice de mode. Elle fait des nuisettes spécialement pour sa clientèle russe. Elle est en pleine création sur un de ses modèles aux mensurations idéales. On me commande souvent du rose. J'aime bien le rose, ça marche bien. Aujourd'hui, dans la lingerie, il y a beaucoup de choses. La lingerie, c'est ce qu'on met sur son corps nu. Mais dans la mode d'aujourd'hui, tout est mélangé. On voit partout dans les journaux des vêtements, des sous-vêtements. Les frontières sont complètement effacées. Vous voyez ce corset? En fait, on peut le considérer comme un sous-vêtement, mais aussi comme une tenue à part entière. C'est vrai, non? Et pourquoi ne pas sortir avec? J'ai un dicton que je répète souvent. La différence entre la lingerie et la robe du soir, c'est le nombre de spectateurs. Tatiana crée des nuisettes depuis 20 ans. Elle est l'une des toutes dernières à en fabriquer ici à Moscou. La nuisette fait partie de l'héritage russe. À l'époque de l'ex-Union soviétique, elles étaient réservées à l'aristocratie, aux femmes de la ville. Les femmes russes doivent être impeccables dans n'importe quelle situation. Comme par exemple, avec des invités à la maison. Une femme doit être parfaite à chaque occasion. Aujourd'hui, la nuisette est un grand classique de la garde-robe russe. La lingerie russe, c'est aussi une tradition de la dentelle de qualité. Tatiana nous emmène découvrir l'atout numéro 1 de la société, ce sont ses mains de fée et un savoir-faire exceptionnel. Irina a mis 4 années à apprendre et parfaitement maîtriser la technique de ces petits fuseaux pour faire de la dentelle. Elle maîtrise les kouklouski comme personne. Et elle est bien sûr aujourd'hui l'une des dernières à s'en servir. J'adore faire ça. C'est un vrai plaisir. Et puis on invente toujours de nouveaux modèles. C'est moi qui invente totalement les dessins. Tous mes dessins, tout ce que je crée, c'est dans mes mains. On ne peut pas faire de la dentelle aussi précise avec une machine. Une machine peut faire des lignes, mais pas autant que moi. Pour moi, le principe, c'est que la dentelle, c'est de l'art, pas de la mécanique.
Cette dentelle si appréciée en Russie remonte au XVIIe siècle. On pense que ce sont les Italiens qui ont introduit cette technique des fuseaux dans le pays. Mais aujourd'hui, produire de la lingerie de façon si artisanale se perd. C'est pour cela qu'Irina a publié un petit manuel expliquant l'art des kouklouski, histoire de transmettre ce savoir-faire et un petit peu de la culture slave aux nouvelles générations. En Russie, Moscou n'est aujourd'hui plus un oasis en termes de lingerie. Désormais, on trouve les grandes marques un peu partout à travers le pays et surtout dans les grandes villes, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000. Avec un niveau de vie qui augmente et l'explosion des centres commerciaux, beaucoup plus de femmes russes peuvent se procurer des ensembles de qualité et rêver au prince charmant. Des princes, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais des princesses, cela court les rues. Tokyo, la plus grande mégapole au monde, 35 millions d'habitants. Tokyo, la ville en perpétuelle ébullition, on y travaille jour et nuit et on dort comme on peut. Ici, le jeu vidéo est roi bien sûr, mais un autre centre d'intérêt se place tout juste derrière. C'est la mode vestimentaire. Et pour ce qui est des relations entre hommes et femmes, la lingerie féminine est un excellent indicateur. Kana est née dans la capitale japonaise. C'est une véritable Tokyoïte. Et pour ce qui est de la lingerie, pas de doute, c'est aussi une véritable japonaise. Aujourd'hui, elle veut absolument initier une amie allemande au style très particulier des lingeries nippones. Avec un goût très prononcé pour les couleurs pastel, les magasins de lingerie ressemblent à des boutiques pour fillettes. Kana, 40 ans, comme toutes ses amies de son âge, mettent principalement ce genre de sous-vêtements parce que c'est avant tout ce que les hommes aiment ici. Quand vous avez un copain, c'est bien. Celui-ci est nouveau. On ne verrait jamais ce genre de choses en Allemagne. Même en France, où les gens ont la réputation de porter des sous-vêtements plus osés. En Allemagne, on est plus classique. Mais même en France, je pense que cela serait plutôt exotique. Vous aimez des modèles simples parce que c'est ce qui plaît? Mais si vous aviez ce genre de choses, vous l'achèteriez? Non, personne n'achèterait ça. Personne? Non, personne. Mais ici, oui. Ça dépend des mecs. Eh oui, il y en a qui aiment ce genre de sous-vêtements. On doit tout prendre en considération. À chaque pays, sa lingerie. Le mâle japonais a une attirance très poussée pour les femmes qui s'habillent en adolescentes, voire en écolières, sans qu'il n'y ait la même ambiguïté dans les autres sociétés. Agnès Giard est une spécialiste du Japon. Pour elle, ce trait de caractère des Nippons n'est pas du tout malsain. L'infantilisme attire énormément les Japonais, probablement parce que au Japon, tout ce qui relève de l'enfance, c'est une preuve de capacité de renouvellement de l'être. Ceux qui sont capables de revenir en enfance sont des êtres qui ont l'avenir finalement en main. Tout leur est offert, tout leur est donné, ils peuvent tout vivre. Les Japonais veulent être sûrs d'eux. Alors avec des filles plus jeunes, ils peuvent se sentir supérieurs. Enfin, c'est mon avis. Donc, ils préfèrent les filles plus jeunes, toutes mignonnes. Le jaune et le rose pâle, des petits pois et des rayures, les boutiques de lingerie ne proposent que très rarement des modèles sombres comme le noir ou le pourpre. Mais il existe aussi une autre particularité quand les Japonaises achètent leurs parures. J'ai remarqué qu'elles choisissaient une taille de chaussures et une taille de soutien-gorge qui était supérieure à leur taille de sein, parce que d'une certaine manière, leur sein flotte un peu dedans et leurs pieds flottent dans les chaussures, comme des petites filles qui auraient finalement piqué la lingerie et les chaussures de maman. C'est très curieux, c'est le côté un peu handicapé que les hommes japonais aiment beaucoup chez les femmes, handicapé ou maladroit de la petite qui finalement se trouve un peu trop au large dans les vêtements de maman. Je me souviens que quand j'étais collégienne, je voulais acheter un dessous très mignon. Mais ma mère m'a dit « Non, ce n'est pas pour une collégienne. Tu devrais acheter ça. » Et c'était blanc, tout simple, trop grand.
À cette époque, j'avais des amis qui portaient déjà des soutiens-gorge sympas. Le genre de sous-vêtements sexy selon moi. C'est pour ça que je voulais l'acheter. Mais ma mère m'a dit non. Alors je suis retournée au magasin de lingerie et je l'ai acheté en secret. Voici mes préférés. Je l'appelle mon ensemble lapin, parce que ça fait lapin. Je trouve ça très japonais. C'est mon préféré. Le string lapin, c'est un des hits dans la panoplie de la japonaise. Ici, les boutiques de lingerie ont aussi envahi la rue. La meilleure démonstration, c'est ce groupe de chanteuses, AKB48, numéro 1 dans tout le pays, et dont les clips passent à longueur de temps à la télé. Elles chantent en petites culottes. Omotesando, les Champs-Élysées de Tokyo. C'est dans ce quartier ultra chic que la marque phare de lingerie des petites japonaises possède ses bureaux. Peach John, ici une centaine d'employés travaillent sur les collections à venir et à destination uniquement du marché japonais. Maki Muroi travaille sur le marketing de la marque. Ce matin, elle a rendez-vous avec la designer pour découvrir les nouvelles lignes de la prochaine saison. Elle nous propose ses idées et vérifie les couleurs. Oh, des étoiles. C'est joli. Avec plus de couleurs et des diamants. Ça sera bien. Ça sera très cher aussi. Les rubans, les petits pois de toutes les couleurs, chez Peach John, on mise tout sur ce qui plaît aux Japonais, en faisant une croix sur le reste du monde. Tous ces modèles sont difficilement commercialisables ailleurs. Les Japonaises aiment ce genre de soutien-gorge, avec plein de motifs. Oui. Oui, ou comme ici, avec des rubans. Les trentenaires, les quadragénaires peuvent aussi porter ce genre de choses. Elles aiment ça. Oui, ça aussi c'est bien. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Il existe une légende au Japon sur la lingerie. Il y a bien longtemps, lors d'un incendie dans un immeuble, des femmes refusèrent l'échelle des sauveteurs parce qu'elles ne portaient pas de petites culottes sous leur kimono. Elles préféraient brûler vives que de dévoiler leur intimité à tous ceux qui les suppliaient de descendre. Depuis, les Japonaises porteraient des culottes en toutes circonstances. Des femmes en kimono, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais des amatrices de belle lingerie, il y en a un peu partout même. En matière de lingerie haut de gamme, la France est le premier pays au monde. Tous les professionnels louent la qualité des produits qui sortent chaque année ici. Comme cette nouvelle série de sous-vêtements présentée par cette femme, Elise Anderegg. Elle en est la créatrice. La Suissesse s'est installée à Paris il y a une quinzaine d'années pour lancer sa propre marque. Aujourd'hui, elle présente dans sa boutique ses dernières créations à quelques clientes privilégiées. Donc voilà. Ça, c'est l'ensemble des classiques que tu voulais voir. Donc là, tu as le triangle amour en soie lycra avec de la petite dentelle de Calais et le brésilien qui va avec. Tu peux te tourner, Chloé? Une boutique qui ouvre ses portes et propose du champagne en admirant des jeunes filles à moitié nues, c'est assez exceptionnel. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés à travers la planète qui offrent une telle liberté. La française est totalement décomplexée à ce sujet. Dans d'autres contrées, cet exercice est impossible à imaginer. J'ai les mains froides. Pas de souci. Ouais, c'est un peu élastique. Ah, ouais, mais non.
celui-là il est bloqué, mais... Non, c'est très très joli. Très joli. Très joli. On prend le temps en fait de parler un petit peu du modèle, de la création et du corps des femmes. Et puis ça permet aussi d'échanger voilà, des histoires de femmes, des femmes qui se livrent dans la cabine, qui nous racontent un petit peu leur vie de femme. C'est plutôt... il y a un aspect psychologique et à la fois joli, je trouve, très féminin en fait, d'accueillir comme ça dans un cadre. C'est détendu et ça se fait d'une manière voilà, plutôt sympathique. La mode française s'exporte partout dans le monde. Et la lingerie n'échappe pas à la règle, même si elle est parfois beaucoup plus chère que les autres, comme les créations d'Élise. Elles sont dans le registre du haut de gamme, des prix qui atteignent plusieurs centaines d'euros pour un ensemble. La raison principale, à l'inverse de la majorité des grandes marques, Élise fait du véritable Made in France, un savoir-faire unique qui a un prix. Mais même les hommes préfèrent maintenant les tangas aussi. Ah oui, carrément. Dans l'ouest de la France, des paysages où les moutons sont rois, où le mont Saint-Michel se dresse toujours aussi fièrement, c'est ici qu'Élise se rend tous les mois pour sa lingerie. Sa production est réalisée dans une entreprise française, chose rarissime dans le secteur du prêt-à-porter de nos jours. Rachel, vous pouvez me montrer les deux finitions, donc avec et sans la soie dégagée dessous. Donc là, c'est sans dégager. Oui. Et là, c'est avec. Ouais. Avec. On est sur des dos de soutien-gorge là en fait. On essaye de voir si on reste sur une finition de petites dentelles incrustées avec la soie qui apparaît dessous ou si on enlève complètement la soie au couteau en même temps. Mais ce qui me chagrinait un petit peu, c'est qu'on avait fait un essai sur un soutien-gorge et en fait on voit notre élastique sous la dentelle qui souvent s'élargit avec la taille du soutien-gorge et c'est pas très joli. Donc j'ai fait faire à Rachel un deuxième essai où on n'a pas enlevé la soie sous la dentelle et où on voit toute la finesse de la dentelle et pas l'élastique. Donc on va prendre une décision suite à ces montages pour voir ce qu'on va faire en production. La France a un vrai savoir-faire. Si la France a un savoir-faire aujourd'hui, c'est bien dans ses petites mains, les ouvrières qui ont souvent une polyvalence, qui ont travaillé sur plusieurs machines différentes. Elles ont une connaissance du produit global en fait. Elles n'ont pas juste un ordre donné avec une finition, elles ont vraiment une culture de la lingerie. Voici les pièces qui font de l'entreprise l'une des plus qualitatives en matière de production. Ces guides en fer. Ils servent à réaliser les bretelles des soutiens-gorge au millimètre près. Toutes ces diversités de guides, cela représente 30 années d'expérience. Alors on insère du tissu à l'intérieur et par un système de rétrain, hop, il se replie à l'intérieur par une lèvre supérieure et inférieure et il sort divisé à peu près par 3. Il y a à peu près toutes les tailles, toutes les capacités. Donc la capacité, c'est l'épaisseur du tissu parce qu'on passe aussi bien de la soie, du lycra, de la dentelle, toutes sortes de tissus. Si un jour, s'il y avait un incendie, c'est ça que je sauve en premier. Voilà. Allez régulièrement consulter les petites mains. Pour Élise Anderegg, c'est un impératif. Pour réaliser des dessous à la qualité irréprochable, il lui faut communiquer, échanger, être conseillé. Une relation qui est beaucoup plus compliquée quand il s'agit de travailler avec les gigantesques usines d'Asie situées à plusieurs milliers de kilomètres. Mais après avoir produit pour Élise, il reste une étape cruciale, celle qui consiste à faire rêver. Tu le tiens, Je mets toujours des talons à la fille pour qu'elle se sente plus à l'aise et puis qu'elle ait un porté de tête, etc., qu'elle se tienne bien. Donc généralement c'est plus un support. C'est mon petit patchwork. Ah, je suis contente, ouais. Non, puis brésilien, t'inquiète pas, ça te va très bien.
Le bas, il n'y a pas de souci, ça te va bien. Il n'y a pas de problème. Ou alors c'est le coussin que tu retires. Le coussin est trop... Ouais, c'est juste la pointe, ouais, qui est comme ça peut-être. C'est hyper délicat. En fait, bon, normalement, en plus, faudrait pas qu'il y ait trop de monde, en fait, qui la regarde, qui l'entend. Je trouve qu'il faut rester quand même un petit peu discret, quoi, par rapport à elle, parce que c'est vrai qu'elle met, voilà, toute son intimité en avant. C'est pas évident, hein. Et puis, il faut la mettre en confiance. Il faut parler doucement, essayer de chercher un peu avec elle. C'est pas mal quand même, hein. C'est bon. Et de l'autre côté, les jambes croisées, croiser les pieds, bien affiner. Trop bien. Le regard. Là, non, ça c'est vachement. C'est super bon. Ouais, c'est super. Je pense que ouais, c'est très beau, très beau. C'est doux, c'est. Ouais. Oh là là. Ah, c'est joli aussi ça. Toute cette série, ça va super. Ça se voit pas, mais je suis stressée. On joue vraiment gros, ouais. Parce que ça a été des mois de travail, de mise au point pour les prototypes. On sait que derrière, ça va quand même. Ce sont des images qui vont aussi aller à la presse, qui vont être visibles sur mon site internet. Les clients, c'est ce qui va peut-être leur donner envie d'acheter. Donc oui, mine de rien, c'est une grosse pression. Les séances de photos en lingerie ont une vraie particularité. Elles nécessitent toutes de passer par une importante phase de retouche. Un travail essentiel et bien plus important que pour n'importe quel autre secteur du prêt-à-porter. On a une très belle expression, mais à la fois, si elle lève le bras, on a le sein qui se place différemment dans le bonnet, donc il faut retrouver un peu de bombé là, mais bon. Les deux sont jolis en fait, ça va être difficile de choisir. Moi j'aime bien aussi après qu'il y ait ce drapé là derrière. Ça me choque pas tant que ça de le faire d'une manière légère, on va dire. Les filles, on s'arrange aussi quelque part, on a du maquillage, on a toujours, voilà, on a des petits accessoires, c'est un petit peu de plus pour la photo. Et donc, tant que ça reste saupoudré comme ça me dérange pas. Si je vous fais un avant, voilà, et après... Voilà, ça change beaucoup, mais on a affiné un petit peu le ventre, un petit peu les cuisses. La lingerie française a de beaux jours devant elle et elle n'est pas prête de perdre sa place dans les leaders mondiaux de la vente. Et parfois plus que la qualité des produits qui sont au-dessus de la moyenne, c'est l'image de la femme qui est recherchée. Cette femme indépendante qui travaille, s'assume et qui n'hésite pas à en découdre avec les hommes pour se faire une vraie place dans la société. Une femme qui a de la poigne, mais qui sait parfaitement jouer de sa féminité, de ses formes. Une femme qui aime plaire aux autres comme à elle-même. Une condition de la femme que l'on ne retrouve que dans très peu de pays au monde et qui fait tant rêver aux quatre coins de la planète. On est dans une société actuellement où on a tendance à gommer les différences, mais ce gommage de différences ne s'applique pas aujourd'hui au marché de la lingerie, puisque en fonction des continents, c'est vrai qu'une asiatique ne se comportera absolument pas de la même manière face à sa lingerie qu'une femme arabe ou même qu'une européenne ou qu'une américaine. Donc peut-être qu'on peut dire que les femmes à travers le monde gardent leur identité dans leur rapport à la lingerie. La morphologie des femmes évolue. Tout comme les hommes, les tailles s'élargissent, les hanches sont moins fines, les dos sont plus larges. Le shapewear, c'est la grande tendance des années à venir. Il va masquer les proportions gênantes et donner cet effet d'amincissement. Seuls les Asiatiques n'y seront pas sensibles. Pour elles, ce sera l'inverse, il faudra gonfler. La mondialisation n'étant pas encore partout ses tentacules. Entre Asiatiques, Européens, Arabes, Slaves, les envies et les motivations ne sont décidément pas les mêmes. Se faire plaisir, se rassurer, séduire, se soumettre, les signaux à envoyer sont multiples. La demande en petites culottes est riche et variée à travers le monde. L'intimité des femmes, c'est aussi un formidable business. Contrairement au marché du textile classique, il encaisse moins durement la crise économique qui retentit un peu partout.
Le chiffre d'affaires chaque année avoisine les 50 milliards d'euros, soit autant que le marché des smartphones dans le monde. Les petites culottes, un marché qui évolue constamment et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs miroirs de nos sociétés à travers le monde. Et nous passerons à toute autre chose mercredi prochain avec un document qui illustre la difficulté à sortir de l'alcoolisme. Pendant plusieurs mois, des hommes et des femmes belges, françaises et suisses qui ont décidé d'arrêter de boire se sont laissés filmer pour montrer leur combat quotidien, cette lutte contre un alcoolisme qui leur a parfois fait tout perdre. À la semaine prochaine. Ça n'a pas été une décision facile. Ouais, le principal c'est que t'en es sorti pour l'instant et puis que ça dure comme ça. Non. Ouais, de toute façon, je vais faire en sorte que ça dure comme ça. De toute façon, par rapport au tuyau à Sandrine, t'as un choix. Pas maman. Bah, c'est pas que j'ai pas le choix, voilà. Après, c'est que, au fond de moi-même, c'est que j'en ai plus besoin. C'est bien, c'est bien. En fait, à la fin, c'est pas moi qui avais envie de boire, c'était mon corps qui réclamait de l'alcool. Ah, bah ça, c'est parce que t'es malade. Il est habitué à marcher avec de l'alcool. Alors, il répond plus rien quand t'as plus d'alcool dans le corps. John a 33 ans. Il vit dans la région de Maubeuge avec sa famille, Sandrine, sa femme, et ses 2 enfants. Il est alcoolique, aujourd'hui abstinent. C'est une maladie et il sait qu'une rechute est possible à tout moment. Aujourd'hui, il mène un combat pour arrêter de boire. Nous avons rencontré de nombreux jeunes alcooliques, conscients qu'ils doivent aujourd'hui reconstruire leur vie. On doit décharger ça au plus vite. Ouais. En Suisse, Géraldine et Ludovic ont accepté de témoigner, tout comme Jérémy a tourné.